Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise. Au programme aujourd'hui, bien dans son job, la transformation digitale, la transformation des espaces de travail. On en parle dans quelques instants avec une entreprise informatique qui a un tout petit peu tout révolutionné ces espaces de travail. On en parlera avec son CEO dans quelques instants. Smart Philo, l'innovation, on en parle beaucoup ces dernières semaines. Un champ de réflexion pour les philosophes. On en parle avec Xavier Pavie, il est philosophe. Et puis dans le cercle RH, on continuera à parler des espaces de travail, des espaces de bureau. C'est vrai que le travail a connu avec cette crise Covid une petite révolution. Fini les bureaux, on essaiera de répondre à cette épineuse question avec nos invités dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, Sonergia, une société tournée vers le potentiel collaborateur. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son espace de travail. Voilà le thème aujourd'hui qui nous intéresse. On en parle avec Guillaume de Landshear. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'ai dit CEO, je vous ai fait monter d'un cran. Vous êtes le directeur général de la France. De la France, de NetApp, entreprise américaine. 10 000 collaborateurs, entreprise fondée en 92 en Californie. 160 collaborateurs ici en France. Société, en un mot, parce qu'on ne va pas parler de cela, mais informatique, de cloud, c'est ça ? Oui, alors en fait, on vend des systèmes de stockage. Donc on vend des systèmes qui s'apparentent un petit peu à des disques durs d'ordinateur, mais à l'échelle des grandes entreprises. Donc des très gros disques. Des très gros systèmes qu'on vend et qui sont utilisés également par Microsoft, Google, Amazon pour stocker les données de leurs clients. Alors c'est intéressant ce que vous avez vécu. Je suis persuadé que vous n'aviez pas imaginé une seule seconde être obligé finalement de transformer vos espaces. Globalement, la vie suivait son cours. Et puis, il y a eu cette crise Covid. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord ? Ça, j'imagine, réduit le nombre de collaborateurs dans vos espaces. Ça, c'est la première chose. Oui, alors déjà, la crise Covid nous a violemment obligés à travailler du jour au lendemain du bureau à la maison. Donc, ça, c'est sûr. Quelque chose que tout le monde a vécu. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'une étude de McKinsey dit que 5 ans de digitalisation ont été compressés en 5 semaines. À l'échelle des entreprises. Ah, il a une obligation, absolument. Absolument. Donc on a vécu ce chamboulement. Alors on avait la chance malgré tout, comme on est une entreprise d'informatique, de déjà avoir l'habitude de travailler en télétravail. Donc c'était des choses qui étaient relativement usuelles pour nous. Mais on a tout au long du confinement travaillé à garder de la cohésion et un contact avec les collaborateurs. Très important. Ça j'allais dire, c'est classique. Mais ce qui est intéressant dans l'étape supplémentaire, c'est qu'il y a 2 étapes. Il y a les collaborateurs qui vous disent nous, finalement, on s'y est habitué à ce travail à distance, on n'a plus trop envie de revenir, on est bien chez nous. Et puis, petit à petit, ça c'est intéressant, ils vont changer un peu d'avis, ils vont évoluer. Ils vont dire, après tout, on est quand même pas mal chez NetApp et on va y revenir. Ça s'est passé comme ça. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, donc, pour maintenir le lien avec les collaborateurs, on a eu pas mal d'actions différentes. Et parmi ces actions, on a réalisé des enquêtes qui ont été faites à l'échelle monde, donc auprès de 10 000 collaborateurs, ce qui était quand même relativement important. Et ces enquêtes, l'une des enquêtes était sur le devenir du lieu de travail. Donc on leur a posé la question, est-ce que vous préférez être exclusivement au bureau, lorsqu'on reviendra dans une situation normale, exclusivement à la maison, ou bien dans un mode hybride ? 75% ont répondu qu'ils souhaitaient être dans un mode hybride. Donc vous aviez à peu près 10% qui souhaitaient être exclusivement au bureau et le reste exclusivement à la maison. Ça veut dire, et ça a un peu baissé d'ailleurs, je crois que c'est 75% au départ, puis petit à petit... On a fait l'enquête juste après le confinement, quelques mois après le confinement, et on a refait la même enquête il y a quelques mois, il y a à peu près 2 mois. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que le mode hybride a baissé, il est passé de 75% à 60% au profit du travail exclusif à la maison. Donc les collaborateurs, finalement, se sont habitués à travailler de chez eux, à gérer leur emploi du temps, à ne plus avoir de temps de transport et à faire en sorte que finalement, ils étaient totalement libres. Là, vous êtes géré en rythme de croisière, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre bon rythme. Comment ça se passe là aujourd'hui là ? Concrètement, alors... Les collaborateurs voulant revenir au bureau, on s'est posé la question, on a réfléchi pour savoir quel allait être le nouveau mode de travail. Et qui dit hybride, dit façon de travailler différente. Parce que les collaborateurs ne seront pas tout le temps au bureau, etc. Donc on a repensé complètement les bureaux. Donc on a cassé tous les bureaux, on refait tous les bureaux.
On est basé à la Défense. On refait tous les bureaux avec comme objectif en fait, de transformer les espaces qui étaient traditionnellement open space majoritairement en espaces de réunion pour que les collaborateurs, lorsqu'ils reviendront au bureau entre 2 et 3 jours par semaine, puissent finalement venir, non pas pour faire quelque chose sur leur PC tout seul toute la journée, mais au contraire collaborer, rencontrer leurs collègues, travailler ensemble et finalement partager beaucoup plus qu'ils ne le faisaient peut-être avant. Ce qu'on a appelé dans les années 90-2000 le mode projet, c'est-à-dire qu'on se met vraiment tous ensemble autour de la table et les lieux dédiés sont destinés à la création et à mettre en place des procédures pour ensuite aller les travailler au calme. C'est ça l'idée. Absolument, absolument. Et partager aussi, parce que vous savez, quand on travaille dans une entreprise, on a parfois des questions à poser. C'est pas du tout évident quand on est à la maison. Il faut passer un coup de fil ou appeler quelqu'un. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, avec cette logique de coworking, les collaborateurs pourront beaucoup plus facilement échanger et partager entre eux. Enfin, c'est un mode coworking particulier parce que c'est votre propre coworking. C'est vous ne louez pas des locaux, c'est chez vous. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien à vous en tant que directeur général? Parce que ça demande beaucoup d'agilité. Vous avez quand même dû faire beaucoup de réunions, de préparation pour trouver le bon mode, le bon équilibre, j'imagine. Alors, on est toujours en train de réfléchir un petit peu parce que qui dit espace partagé dit moins de postes particuliers. Ce qui veut dire que les collaborateurs devront, en fonction de leur profil, revenir au bureau 2 à 3 jours par semaine. Sauf que si tout le monde vient le lundi, ça risque d'être compliqué. Ça ne marche pas. Donc il va falloir structurer un petit peu les choses. Donc on a une organisation où, par exemple, toutes les prévisions des ventes, toutes les réunions liées aux ventes sont organisées le lundi. Donc on demandera aux collaborateurs du marketing, par exemple, ou bien des professional services de venir plus tôt faire leurs réunions internes le mardi, le mercredi, le jeudi. On va essayer un petit peu d'étaler quelque part la présence des collaborateurs tout au long de la semaine. Vous n'avez pas opté, comme on l'a vu plusieurs fois ici sur cette antenne, de signer des accords de télétravail. C'est une réflexion, c'est un choix, vous avez préféré vous organiser sans forcément passer par un accord? Oui, parce que finalement, historiquement, on était déjà dans ce mode très flexible où les collaborateurs peuvent bouger facilement. C'est le propre des consultants informatiques. Oui. On a beaucoup de chance. Et on a une très grande majorité de cadres en mission, ce qui fait qu'on n'a pas d'obligation d'être au bureau particulièrement. Néanmoins, on demandera aux managers d'être plus régulièrement présents au bureau que les contributeurs individuels. Pourquoi ? Parce que lorsque les collaborateurs individuels viendront au bureau, il est important d'avoir un point de contact avec son responsable et avec le chef de l'équipe. Donc ça veut dire que vous créez comme ça les petites disparités, je dirais pas de statut, mais d'organisation de semaine entre le manager à qui vous dites, toi, tu es obligé d'être un petit peu le phare dans la nuit et tu es là, tu dois être là physiquement. C'est ça que vous dites? Oui, absolument. Donc c'est compliqué pour eux, parce que les managers aiment bien aussi le télétravail? Oui, mais on n'imposera pas les choses. C'est-à-dire qu'on donnera les tendances, on demandera aux managers d'être présents le plus possible au bureau, mais on n'obligera pas aux managers d'être là 4 jours ou 5 jours par semaine, c'est pas le sujet. Alors, vous êtes une entreprise, il faut dégager de la valeur, il faut faire du business, il faut trouver des clients, il faut développer. Est-ce qu'en matière de productivité, de performance, globalement, vous vous y retrouvez? Parce que c'est une question, évidemment, que vous vous posez. Oui, absolument. On est une boîte américaine, donc on a quand même pas mal structuré la façon dont on travaille, ce qui fait que chaque collaborateur a soit des objectifs chiffrés à réaliser, soit des objectifs qualitatifs à réaliser. Donc chaque collaborateur sait où il va. Globalement où il va, et on a une culture aussi de la confiance qui est très importante chez NetApp. On part du principe, on responsabilise énormément les gens. Il n'y a pas du tout cette notion de flicage qu'on pourrait imaginer dans certaines entreprises ou qui peut exister de temps en temps. On laisse beaucoup de liberté aux collaborateurs. Donc pas d'accord de travail, ça vous le confirmez, pas d'accord de télétravail. Pas d'accord de télétravail. D'accord. Là, pour se résumer dans une vision un peu plus en hauteur, l'année, vous la voyez comment là? Je parle en termes RH, et d'ailleurs elle est liée au business, mais comment vous la regardez cette année? C'est une année d'expérimentation où vous dites on est entré dans une nouvelle ère et il faut accélérer? Alors je crois qu'on est déjà rentré dans une nouvelle ère. L'expérimentation, on l'a eu pendant le confinement. La véritable complexité qu'on a eue était de garder les collaborateurs engagés, motivés, bien finalement dans leur travail, tout en étant à la maison. Ça a été pour nous vraiment le plus gros challenge. Là, je pense que tous les collaborateurs ont envie de revenir au bureau, avec des bureaux qui vont être refaits. Donc ça va être quand même assez sympathique de venir dans un environnement qui sera propice. Oui, on en parlera dans notre débat tout à l'heure, mais un des invités évoquera, j'en suis sûr, l'idée de l'excitation aussi de la transformation. C'est-à-dire qu'on revient dans son entreprise avec une autre dynamique. Ça a changé, les murs sont plus les mêmes, le côté bureau a disparu. C'est un élément d'engagement aussi des collaborateurs, de leur dire, voyez, on écoute, on entend ce que vous nous dites.
Alors absolument, c'est un élément d'engagement et c'est également, je pense, un différenciant compétitif par rapport aux autres entreprises parce que imaginez un jeune salarié qui rentre dans la vie active, un jeune étudiant et qui arrive et qui a le choix entre une entreprise traditionnelle où on lui explique qu'il faut être dans un bureau de 9h à 18h et puis une étape qui va lui dire écoute, tu viens quand tu veux, tu t'organises comme tu veux et le cadre de travail dans lequel tu seras sera vraiment agréable, ça n'a rien à voir. Avec possibilité de ne pas venir 5 jours de suite à la Défense. Absolument. Et les transports et ainsi de suite, ce qui fait qu'on peut travailler évidemment de chez soi, où on est bien d'accord, ou de chez le client, puisqu'une partie de vos collaborateurs, j'imagine, vont aussi installer et faire de la maintenance et organiser ces clouds, j'imagine. Oui. Merci d'être venu nous éclairer sur cette entreprise qui s'est transformée. Elle n'est pas en transformation, elle est transformée. Ça y est, vous avez repeint les murs, tout est prêt. C'est en train d'être terminé. Ah, là, ça sent encore un peu la peinture. Absolument. Chez NetApp. Merci Guillaume Delanchir, DG, directeur général de NetApp, entreprise américaine, 10 000 collaborateurs, principalement du cloud, mais du très très gros cloud, c'est ce que nous avez dit. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait un peu de philo, tiens, ça va. Ça aère toujours l'esprit, le smart et philo. On parle d'innovation, tiens, l'innovation c'est l'informatique évidemment. Philosophie et innovation, on en parle tout de suite. Smart et philo. Tiens, on va associer deux mots qui, comme ça, de prime abord, on ne les marie pas naturellement. Innovation et philosophie. Mais si, c'est possible. Vous allez le voir avec Xavier Pavie, philosophe. Bonjour Xavier. Bonjour. Et vous êtes professeur à l'ESSEC Business School. L'idée d'associer innovation et philosophie, c'est vous qui portez cette chronique aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'on peut marier ces deux mots? Est-ce que c'est un terrain de recherche pour le philosophe, la notion, je dirais presque, éthique de l'innovation? Le terrain de la philosophie, c'est le quotidien. Le terrain d'aujourd'hui, c'est aussi l'économie. Et le terrain économique ne peut exister sans innovation. Donc, à l'évidence, la philosophie et l'innovation doivent se marier l'un et l'autre. Nous avons besoin de trouver à la fois des objets. L'innovation est un objet particulièrement intéressant pour la philosophie. Il est dans notre quotidien. Il est les caméras qui sont autour de nous. Il est ce tableau, il est ce micro, il est à la fois vos paires de lunettes, les miennes, etc. Ça veut dire quoi, innovation, à travers la fenêtre d'un philosophe? Ça veut dire, parce que c'est un vrai débat politique qui est posé lorsqu'on parle d'innovation, et donc il interpelle le philosophe. L'innovation, c'est le bien pour tous, pour améliorer notre vie quotidienne. Et puis, le versant négatif, c'est que l'innovation, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour ce qu'on ingère. Comment se situe le philosophe sur ce débat-là qui est posé ? Je ne crois pas qu'il faille le voir d'une manière dichotomique. Il y a d'une part l'innovation. L'innovation est, comme je l'ai dit, autour de nous et elle a toujours été. Nous l'avons nommé à partir à peu près du Moyen-Âge. Il a été défini par Schumpeter en 1911, la théorie du développement économique, dans lequel il va effectivement y avoir un développement économique grâce à l'innovation et les organisations vont développer des produits, des services, des commercialisations, etc., etc. La difficulté est qu'aujourd'hui, cette innovation nous écrase. Elle écrase l'ensemble de la société pour plusieurs raisons. Elle nous dépasse même parfois. Oui, on peut avoir le mot de dépassement si on n'arrive pas à la maîtriser. Et de ce titre-là, vous avez raison de l'utiliser. C'est dans ce sens-là que vous l'utilisez. Et donc, elle nous dépasse et nous écrase en même temps. Vous avez parfaitement raison. La difficulté, c'est que cette dimension-là est liée à la compétitivité. Plus nous avons de compétition, plus nous avons globalement d'innovation. C'est Adam Smith, c'est tout ce que l'on connaît. Cette dimension-là fait qu'aujourd'hui, nous avons des conséquences considérables. Des conséquences qui sont évidemment environnementales, tout le monde le sait. Et on en parle tous les jours, dans tous les journaux, vous en parlez évidemment régulièrement, mais pas que. L'innovation, ça a des conséquences environnementales, ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences humaines. 3 dimensions dans lequel le philosophe ne peut pas s'extraire. Le philosophe ne peut pas être dans une forme de tour d'ivoire ou alors se draper, si vous voulez, dans sa toge et dire « ça ne me concerne pas ». C'est le quotidien. À l'évidence, ça doit concerner le philosophe, ou en tout cas, il doit y aller. Vous, le philosophe, sans vous prendre au piège, évidemment, mais qu'est-ce que vous en pensez de l'innovation, de cette innovation? Vous qui observez le monde en étant au plus près des réalités, puisque vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une notion, vous dites, de transcendance dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va encore plus haut, toujours plus haut, puis certains disent, mais pourquoi aller si haut alors que, regardez, la nature est là, la terre est là, et on pourrait très bien subvenir à nos propres besoins. Il y a quand même un courant modeste, mais qui existe. Comment vous le regardez, vous, ce débat ? C'est une réduction à la fois du philosophe et à la fois de ce que l'on peut dire de l'innovation à proprement parler. L'innovation, on ne peut pas s'en extraire, comme je l'ai dit,
on ne peut pas non plus se dire qu'il n'y a pas d'innovation possible pour un bien commun. Qui serait contre, je dis, la 5G par exemple, pour aider à soigner des personnes, notamment dans les campagnes en Inde, en Chine, ou même en France? Qui pourrait être contre une intelligence artificielle qui vous permet de mieux détecter des maladies? Ou alors de mieux, par exemple, avoir une agriculture plus profitable, si vous voulez, parce qu'on va connaître la météo, parce que l'on va connaître mieux les sols, etc. Qui pourrait être contre ça? Parce que finalement, on va donner mieux à manger, on va soigner mieux. C'est de l'innovation. Le philosophe ne peut pas s'extraire de ça. Ce serait d'une certaine manière un peu machiavélique de sa part. Mais il est quoi? Le philosophe est aussi une forme de garant de l'éthique, de son encadrement, de la manière dont on l'observe et qu'on la produit, cette innovation, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a le transhumanisme, il y a tous ces sujets qui sont posés et qui doivent interpeller le philosophe, j'imagine. En fait, avec cette question-là, vous rentrez complètement dans le cœur du sujet, c'est l'innovation responsable. Et cette dimension d'innovation responsable, à l'évidence, doit être celle qui doit être portée, non pas par les philosophes, ils peuvent aider à aller vers cela, mais c'est par les innovateurs eux-mêmes. D'une certaine manière, nous avons innové, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1911 avec Joseph Schumpeter, avec une forme d'innovation qui est la recherche de la performance économique, le profit. Dont on voit les limites, si je m'autorise. Vous avez raison. Donc beaucoup de citoyens disent on en voit les limites de cette innovation. On en voit les limites, je les ai dit, une limite sur la question politique, une limite sur la question environnementale, une limite sur la question humaine. Et donc, nous avons à repenser l'innovation. Et à ce titre-là, peut-être qu'il existe d'autres disciplines. Je ne crois pas qu'il existe autre chose que la philosophie pour aider à repenser l'innovation à travers ces processus. En quoi, si vous étiez invité, qui n'existe pas encore d'ailleurs, une forme de comité de philosophes qui viendrait accompagner les scientifiques pour les aider justement à avoir, et les politiques, une innovation responsable. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez autour de cette table, vous? Attention, danger, prenez le temps de regarder ce que vous faites, analysez les conséquences de cette innovation. C'est ça tous les sujets qui sont posés et qui vous traversent finalement. Deux choses. La première chose, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il faille une sorte de conseil de philosophique plutôt que de dire « formez-vous à la philosophie ». Je préfère avoir des personnes... Individuellement. Absolument. Je préfère avoir des personnes qui dirigent en étant philosophes plutôt que des conseillers. Je l'ai déjà cité ici, sur ce plateau, mais Platon, quand il est allé voir le tyran de Syracuse, ça n'a pas fonctionné. Donc par contre, la question de la formation est importante. Deuxième chose qui est fondamentale, si je vous dis que vous serez plus performant en étant plus responsable, là je vais avoir l'oreille à la fois des politiques, à la fois possiblement des dirigeants. Évidemment. Si l'on vous cite parmi d'autres, des entreprises comme Ben & Jerry, comme Patagonia, comme Innocent, comme Interface par exemple, ce sont des entreprises qui fonctionnent, qui sont responsables d'une manière générale, à la fois sur l'humain, à la fois sur la planète. Il y a quelque chose à dire ici. Entreprise très avancée d'ailleurs, hein. Patagonia qui va très très loin. C'est une entreprise privée mais qui a une philosophie, c'est le cas de le dire. Donc vous ne croyez pas au comité Théodule ou aux organismes de régulation qui viendraient cadrer. Vous pensez plutôt que c'est le décideur, l'homme, qui doit se doter d'outils philosophiques pour mieux décider, on est bien d'accord? D'autant plus que la philosophie croit en l'humain. La philosophie ne croit pas en des process. La philosophie croit en l'homme, par définition. Et donc c'est auprès de l'homme que l'on doit essayer de travailler. Et auprès de l'homme que l'on doit essayer de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait, la maîtrise de soi, ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Pourquoi est-ce que l'on veut autant de pouvoir, autant de gloire, autant d'argent? Toutes ces questions-là sont finalement importantes. Et quand vous posez la question à Yvan Chouinard, que vous citiez avec Patagonia, c'est exactement l'exemple. C'est vrai qu'il a une vision qui est totalement disruptive de ce qu'on peut entendre parfois d'une manière traditionnelle chez un grand patron d'une marque aussi célèbre. C'est ça. Pour vous, c'est un philosophe, Yvan Chouinard, à sa manière, il est habité par certains outils philosophiques? Absolument. Et c'est un excellent exemple, comme d'autres. Interface est un bon exemple également. L'entreprise est un outil au service de la philosophie. Elle est pour lui au service de la planète, comme elle peut être au service de la politique, au service de l'humain, par exemple. Il faut se rendre compte à quel est le but, finalement, de l'entreprise. Et dès lors, quel est le but de l'innovation? L'entreprise et l'innovation doivent avoir une mission. On entend parler parfois, évidemment, des entreprises à mission. L'innovation a également une mission qui n'est pas forcément la performance économique. Ça, on a bien entendu. Xavier Pavie, merci. Philosophe, vous avez des étudiants, vous leur enseignez la philo comme ça, vos étudiants? Absolument. C'est ça l'objectif d'intégrer un philosophe dans une école où on fait du business, où on apprend le business. Mais de cette manière-là, et j'y vais juste après notre entretien. Et comment ils réagissent, vos étudiants, là, parce que ces étudiants rêvent de devenir un jour décideur, grand patron, et de remplacer Steve Jobs ou Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur parlez comme ça? Il y a derrière ces étudiants-là une sorte de enfin, une sorte de on peut avoir des clés, une sorte de c'est possible de lier les deux.
Et il n'y a pas cette forme de dichotomie en disant il y a la philosophie ici, il y a le business de ce côté-là. Et à ces endroits-là, on arrive à faire des chemins qui se croisent. Une nouvelle génération d'étudiants sortant des écoles de commerce, voilà, dotés de ces outils de philosophie, donc d'un peu de recul peut-être. Merci Xavier Pavie, je rappelle votre livre « L'innovation à l'épreuve de la philosophie » sorti au PUF en 2018, donc au cœur de la réflexion que vous avez portée aujourd'hui. Donc pas de comité Théodule et il faut d'abord être soi-même habité par les éléments que vous nous avez transmis avec passion. Merci Xavier, vous revenez quand vous le souhaitez dans notre rubrique Smart et Philo. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un débat. Alors c'est presque aussi transcendantal, c'est la réorganisation des espaces de travail. C'est le travail ne ressemble plus à ce qu'on a connu, vous savez, métro, boulot, dodo et bureau. C'est fini, tout ça vole en éclats. On l'a évoqué il y a quelques instants et on va en parler avec des acteurs de cette transformation, notamment un responsable de chez Havas qui a transformé intégralement les espaces de bureau et ça marche. On en parle juste après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. Très heureux de vous retrouver pour débattre d'un sujet très profond qui est peut-être la disparition des bureaux tels qu'on les a connus. C'est cette porte qui se ferme, qui s'ouvre, un ordinateur, un petit mug. Tout ça est en train de voler en éclats. Il y a le télétravail, il y a le flex office, et puis il y a la réflexion très profonde de la manière dont on doit travailler dans l'espace de travail dans lequel on doit évoluer. J'ai envie de dire s'épanouir, parce qu'il y a l'idée de travailler, puis aussi l'idée de s'épanouir. Et on en parle aujourd'hui à travers un exemple extrêmement concret, à travers ce concept d'Havas Village. On va tout vous expliquer évidemment dans quelques instants, mais je vous présente d'abord mes invités. Raphaël De Andréis, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Havas Village. Vous allez nous expliquer la philosophie et la manière dont vous avez conçu, puisque les choses existent, cette idée de village, à la fois village au sens propre du mot, puis village un peu comme une ruche qui va essaimer comme ça le concept. Et puis à vos côtés, vous le connaissez bien évidemment, Gilles Deléris, bonjour. Vous êtes cofondateur de W. Comment vous définiriez W? C'est une agence de design, d'urbanisme, c'est une agence qui repense les espaces de vie au travail? Est-ce que je résume bien? Alors, c'est une agence qui a 3 activités principales, pour être très simple. Une activité de branding et de design, une activité d'architecture, une activité de communication, en considérant qu'en fait, il ne doit pas y avoir de rupture de continuité entre chacune des prises de parole d'une marque, que ce soit dans ses lieux physiques ou que ce soit dans les lieux médias et autres réseaux sociaux dont on parle beaucoup en ce moment. Et vous avez donc travaillé d'arrache-pied sur ce Absolument. Concept. D'abord, j'ai envie de vous poser la question d'abord à vous, Raphaël De Andréis. Ça se passe comment? Comment naît l'idée de renverser la table et de dire on va réinventer quelque chose d'autre? D'abord, j'imagine que c'est la crise Covid qui vous a fait accélérer votre réflexion, j'imagine. Il y a des réflexions qui naissent dans des moments particuliers et la crise en était un. Et notamment quand vous avez votre immeuble vide. Je rappelle que pendant le premier confinement, il restait même les tasses de café. Moi, j'allais au bureau. Froid. Les tasses de café abandonnées dans les salles. Et je me souviens, on se baladait dans les locaux avec Yannick Bolloré. On se retrouve un jour dans des locaux complètement vides. On aurait dit un film apocalyptique. C'est comme si les gens avaient fui pour mais un truc fuir un bombardement. Et dans ces moments-là, on s'est dit, est-ce que ces bureaux revivront un jour? Et donc, on n'était pas dans une logique d'amélioration. On était dans une logique de survie. Un peu rapport à la mort, là, de ce que vous évoquez. Complètement, et puis même de raison d'être. Au fond, c'est quoi un bureau? Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, je vous rappelle que l'économie tournait à peu près. Ouais, il y a beaucoup de choses fermées, mais tout le monde était en télétravail et compagnie. Donc on s'est retrouvé face à une espèce de raisonnement en creux, en disant, soit cet immeuble redevient un jour un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de plaisir, et il y a un futur, soit c'est des bureaux les uns derrière les autres, comme vous décriviez très bien, et on voit bien qu'on peut s'en passer. Et donc je pense que le raisonnement comme ça, par cette espèce d'abîme qu'on avait devant nous a permis de prendre des décisions assez radicales. La première que vous prenez en visitant cette espèce de lieu apocalyptique, finalement, de scène de guerre, en quelque sorte, c'est quoi? C'est de dire, vous avez dit dans votre phrase, en faire un lieu de vie. Ça, c'est intéressant, parce que
le lieu de travail, on a eu ces débats sur le plateau, on a fait des débats sur c'est quoi le travail, est-ce que c'est les philosophes souvent s'emparent de ces sujets, le travail, c'est un peu le labeur, on va au travail, on s'ouvre. Là, vous parlez d'un lieu de vie. J'ai le sentiment qu'en créant à Puteaux, dans cet espace, commençons par Puteaux, vous avez envie de créer un lieu plus global. Est-ce que c'est un peu ça l'idée, un lieu de vie global? Alors, complètement. D'abord, on s'est dit, mais au fond... qu'est-ce qui fait que des gens vont au bureau? Ça paraît idiot, mais tout d'un coup, cette question, vous la traitez presque très régulièrement dans votre émission. Et on s'est dit, c'est quand même l'étincelle de la rencontre. Et puis, on a aussi une vision à un moment donné du télétravail un peu biaisée, c'est-à-dire qu'en gros, les cadres trouvaient ça formidable. Mais les jeunes qui avaient 20 mètres carrés à deux, c'était invivable. Et donc finalement, il y a eu aussi toutes ces questions où on a remis un peu l'utilisateur au cœur. On a mis le manager qui finalement n'arrivait plus à partager. On a dit les nouveaux arrivants, il faut bien qu'ils rencontrent des gens pour s'intégrer. On a dit les jeunes qui vivent dans 15 mètres carrés, il faut qu'ils puissent profiter d'un endroit sympa la journée. Et on a remis un peu les clients, il faut bien qu'on puisse... échanger. Et puis les accueillir aussi parfois. Les accueillir, absolument, même si quand ils nous demandent d'aller chez eux, on y va bien volontiers. Et donc, quand on a fait tout ça, on a dit ça doit d'abord être un lieu de vie où on a envie de se rendre pour la partie, on va dire, d'interaction humaine. Et ensuite, la partie, je dirais, la plus mécaniste, ça, on peut la faire à la maison, sur un ordi. C'est là que vous entrez dans l'histoire, dans le roman de ce village. Vous avez donc une rencontre, un cahier des charges. On vous dit, voilà, nous, on vous explique. Oui. Et vous récupérez, je dirais... La patate chaude. La patate chaude, vous prenez des notes et vous dites, voilà, moi j'ai un immeuble, il est à Puteaux, j'ai des parkings, j'ai une cantine. Tout ça est très classique. Et là, il faut turbuler pour essayer de répondre à la demande d'un client qui vous dit, je veux plus que ce soit des bureaux, mais autre chose. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Alors d'abord, c'est pas une patate chaude parce que quand on est architecte... c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais quand on est architecte ou designer, l'important c'est la question qu'on nous pose. Et comme la question était bien posée, c'est plus facile. C'est comme Socrate, vous en fait. Sans doute. Il faut savoir poser la bonne question. Savoir poser la bonne question, c'est important. Et on a eu effectivement avec Raphaël et avec Yannick de bonnes questions. Vous avez fait référence tout à l'heure au mot travail. On sait que c'est associé étymologiquement à la souffrance. Oui. En fait, naturellement, c'est pas l'objectif. Et c'est d'autant moins l'objectif que le momentum est favorable. Aujourd'hui, on s'aperçoit 2 ans après la crise, et je vous renvoie à une étude que je trouve absolument passionnante qui a été menée par SFL. SFL, c'est un acteur du tertiaire très important. Une étude menée avec IFOP qui... interroge 1600 salariés chaque année dans le cadre d'un baromètre pour savoir quel est leur ressenti sur l'environnement au travail. Et aujourd'hui, il y a 70% des jeunes, des moins de 35 ans, qui veulent revenir 2, 3, 4 ou 5 jours au travail. Pour les arguments évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire lieu de vie un peu exigu, envie de lien social. Essentiellement celui-ci. Bien sûr. Puisque dans ce même sondage, on s'aperçoit que chez les jeunes, 70% des mêmes personnes interrogées estiment que leurs collègues sont aussi leurs amis. Donc c'est vraiment passionnant de considérer que l'entreprise est effectivement le premier des réseaux sociaux. Donc vous tirez cette ficelle et vous dites, s'il y a un lien comme ça qui se crée d'amitié, il faut aussi créer des espaces de convivialité dans lesquels on puisse se retrouver. De convivialité, d'échange, vous savez, de collisions improbables, quand on se retrouve... Les brainstorming improbables qui font avancer des trucs. Quand on se retrouve à la machine à café, c'est souvent là que naissent les idées. Ça peut être autour d'un repas, parce qu'effectivement, on est en France, le moment du repas est un peu sacralisé, un peu important, mais c'est là aussi où se tissent des souvenirs, des amitiés, parfois un peu plus, au sein des entreprises. Oui, un peu plus. Parfois, on rencontre sa future épouse sur son lieu de travail. Et j'ai envie de dire, mais qui se souvient d'une bonne réunion Zoom? Personne. C'est vrai. On ne peut pas imaginer que Zoom et Teams seront les outils de travail des 15 ans à venir. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, vous avez donc un cahier des charges assez défini. Les questions vous ont été bien posées. Voilà. Et ensuite, il faut quand même faire une restitution, c'est-à-dire répondre aux questions qui vous ont été posées. Qu'est-ce que vous mettez sur la table, je dirais, d'un point de vue un peu révolutionnaire, un peu disruptif? On met sur la table un récit. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire qui est légitime. C'est le propre du journalisme. Raconte-moi une histoire. Avec un écho qui fait
qui fait résonance, un écho qui fait résonance, je ne suis pas sûr que ce soit très correct, C'est très avec beau la quand même. raison d'être Bien sûr. de l'entreprise. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on raconte une histoire dans ces conditions, il faut être légitime. Il se trouve que Havas s'est engagé depuis maintenant pas mal de temps sur des certifications Oui. Bicorp, sur la responsabilité sociale des entreprises. Et il se trouve que dans le cadre de la question qui nous est posée, on a à réinventer un lieu qui est sous une dalle de parking. Et cette dalle de parking va être transformée demain, d'ici quelques mois, en un jardin extraordinaire. Ça, c'est une proposition que vous faites et qui C'est trouve écho, ou c'est une proposition qui vient de chez vous et vous dites, nous, ce parking, on n'en peut plus, Voilà. c'est moche, c'est laid, faites-nous quelque chose avec ce parking. Comment ça se passe, ça, ce parking? Parce que pour ceux qui passeront à Puteaux ou qui iront vous voir, qui travailleront chez vous peut-être, en haut, il y aura quoi? Une petite forêt, il y aura un espace végétalisé, c'est ça l'idée, hein? Absolument. Oui, en fait, c'est des idées de bon sens. Oui. On a un parking qu'on transforme en jardin et on a une cantoche. Vous l'appelez comment la cantoche? C'est Roots? Elle s'appelle Roots. Roots. Et d'ailleurs, Parce que sous un jardin, parce que sous un jardin, il y a des racines. Des C'est racines. la très belle idée de Gilles et de ses équipes. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, nous, ce qu'on leur a dit, c'est on veut retrouver un lieu de plaisir. Par ailleurs, il y a aussi des contraintes techniques. On a pas mal réduit nos mètres carrés parce que finalement, on s'est dit, puisqu'il y a du télétravail, ça ne sert à rien d'avoir des mètres carrés vides, on va se tenir bien au chaud, en flex et compagnie. Donc du coup, ce serait sympa que cette cantine qui était vide, je dis à dessein le mot cantine, C'est souvent un grand espace. voilà, et qui est fait, en gros, qui est vide le matin et l'après-midi, et ben que entre les services, entre le café du matin et surtout le déjeuner, et ben ça devienne un lieu de travail, De réunion, de bureau, de trucs. Et donc quand on a mis toutes ces contraintes, je dirais, sur la table de W, de Gilles et de ses équipes, ben, ils sont arrivés avec une histoire, bien sûr, mais surtout avec un lieu formidable. Et La forêt est en cours de... Oui, jardin. Jardin. Même si on est des publicitaires, à un moment donné, Restons modestes. voilà, on dit la vérité. Un jardin suspendu. C'est un jardin. Mais là, on est à l'automne, donc vous commencez à planter, j'imagine, et à mettre de la terre, j'imagine. Ça va être en cours, oui. Ça va commencer plutôt en début février. D'accord, vous démarrez en début de printemps. Enfin, attention au gel, hein, je vous le signale. Oui, quand même. je sais bien. Enfin, ça, il y a des spécialistes qui vont s'y atteler, il faut faire attention. Et effectivement, sous un jardin, il y a de l'humus, et puis il y a des idées fertiles qui peuvent progresser. Donc c'est ce rapport entre... Oui, c'est à la fois en cela que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une relation physique avec le lieu, et puis il y a aussi l'idée que quand on est dans les industries créatives, l'idée d'un terreau fertile, c'est pas mal, puisque les idées qui grandissent, ce sont les campagnes qui verront le jour. Donc on a trouvé cette analogie formelle. Un créatif qui aide les créatifs, c'est intéressant. Mais Oui. C'est très intéressant ce rapport-là aussi. Bah oui, en fait, bien sûr, ça a été une... D'abord, c'était amusant d'être client parce qu'on on voit un certain nombre de choses. Et effectivement, c'était Contre-champ. Un contre-champ. Après, je pense pour ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de cheminer, outre le fait d'appeler W immédiatement parce que c'est les meilleurs, je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont très importants qu'il ne faut pas négliger. Un, on a à un moment donné un directeur financier, en l'occurrence, je le cite, François Larose, qui, au moment où les comptes sont dans le rouge vif, dit oui, je suis d'accord. Alors c'est Yannick Bolloré en dernier lieu qui décide, mais qui dit oui, je suis d'accord, ça vaut le coup d'investir à un moment où c'était quand même à contre-cycle complètement. Donc ça, si vous n'avez pas le financier avec vous, vous pouvez en parler des heures, ça n'arrivera jamais. C'est très beau, mais il faut ensuite agir. Absolument. Et deuxièmement, il y a un partenaire pour ce qu'il y a dans l'assiette, qui est Sogeres, qui est une solution de Sodexo et qui, évidemment, pour un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, révolutionne l'assiette. Et ce qui fait que moi, je me faisais disputer, je ne vais pas dire de gros mots ici, mais je me faisais reprendre matin, midi et soir par les salariés en disant la cantoche, c'est pas possible, c'est dégueu, machin. Tout le monde, là, je me fais arrêter dans les couloirs et ils me disent oh là là, est-ce que tu as goûté le truc, machin? Et j'y suis allé effectivement plusieurs fois. C'est formidable, au point que ça nous pose quelques petits problèmes avec les restos alentours qui ont moins de monde. Donc ce qui n'était pas du tout volontaire d'ailleurs de notre part. Du coup, ce que je pense aussi, c'est que c'est ce mélange entre la qualité de la nourriture, le cadre... c'est un écosystème de bien-être pour fabriquer de C'est du bon sens, hein, mais ce qui est exécuté, qui doit être exécuté... Là, il y a la rencontre de deux partenaires, W et Sodexo et Sogeres, et là, vous avez vraiment...
C'est intéressant ce que vous pointez, parce qu'on en parle trop peu souvent, mais ce moment du repas et le plaisir qu'on a à la cantine, aux Roots, chez vous, le plaisir de manger des bons produits, de les partager dans des lieux agréables, ça donne la patate pour attaquer une réunion à 14h. Je veux dire, quand on est dans un truc gris où c'est pas bon, l'excitation des collaborateurs, parce qu'il y a quand même, il faut engager tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes baladé dans le bureau avec Yannick Bolloré, très bien, vous avez vu le désastre, puis un jour, il faut commencer très concrètement à le raconter, ça, à le transmettre. Vous avez ressenti l'excitation chez les collaborateurs qui se sont dit je vais revenir encore avec plus d'appétit pour faire un jeu de mots dans ma boîte. Moi, je pense qu'on avait, entre guillemets, on pensait qu'on était en train de rénover une cantine et d'améliorer l'assiette. Et en fait, on a fait un outil de change absolument incroyable qui fait qu'on a retourné le rapport à l'entreprise. Et donc, comme quoi, c'est plus intéressant de refaire la cantine, je le dis exprès avec des mots triviaux, plutôt que de faire des théories de management pendant des heures, avec des séminaires où tout le monde se... Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Vous nourrissez bien les gens dans un endroit où ils s'entendent parler, avec un cadre qui est comme ils auraient chez eux. Parce qu'on bosse aussi à la cantine, enfin aux Roots, hein. On continue à travailler autour d'une... Bien sûr, et on travaille entre les... Exactement. Et puis voilà, et puis il y a une idée aussi, peut-être que Gilles peut détailler, mais que moi j'avais personnellement pas vue, mais que je trouve aussi vachement efficace, c'est que si les gens, ils auraient tout le temps, vous avez beau appeler ça le restaurant d'entreprise, machin, les gens, ils disent, je vais à la cantine. Et donc, comme vous enlevez pas ce que les gens ont dans la tête, il faut les remplacer par un autre truc. Et donc, l'idée de la nommer et de donner le nom Roots fait que les gens disent, je vais chez Roots. Et du coup, le mot cantine a disparu, et donc tout ça aussi a accéléré la réinvention. Parce que vous avez aussi proposé dans l'assiette quelque chose qui est un peu innovant. Je vous invite à venir. Mais je prends votre invitation au pied de la lettre. J'irai manger aux Roots, mais lorsque vous aurez planté les petits arbres, enfin les arbres, enfin en tout cas les plantes. J'imagine que vous n'avez pas fait un plafond de verre où on voit les racines quand même, vous n'êtes pas allé jusque-là. Pour des raisons budgétaires. Budgétaires, parce que sinon c'était formidable de lever la tête et de voir... Pour des raisons budgétaires. Vous avez eu cette idée. Il y a eu un projet qui allait encore un peu plus loin que celui qu'on a mis en place. Vous voyez effectivement, en levant la tête, ces plantes poussées. Mais ce que dit Raphaël est très juste, c'est-à-dire que ça fait écho aussi à des démarches qui sont maintenant appliquées par beaucoup d'entreprises. Vous savez que beaucoup d'entreprises se certifient aujourd'hui. Bien sûr. Vous parliez de Bicorp tout à l'heure. Alors Bicorp, on ne l'a pas encore. Mais vous êtes dans le chemin. On est ISO 14001. Je crois qu'on est le seul groupe de communication avec ISO 14001. Et Bicorp, c'est difficile. C'est très difficile, un chemin, je vous confirme. Très fastidieux. Il y a des tas de critères. Il y a un autre label qui est en train d'apparaître et qui fait écho à ce qu'on évoque. Là, c'est le label WELL. Alors le label WELL, c'est un label assez formidable parce qu'en fait, il prend en compte des items qui relèvent de la perception des collaborateurs sur le bien-être en entreprise. Et ça n'est pas un mot vain. Et il y a sept critères qui entrent en ligne de compte. Il y a l'air, l'eau, la lumière, le confort physique, le confort psychologique, l'alimentation et l'activité physique. Donc des items... J'allais y venir. Donc ça, c'est des items qui sont contenus dans le projet Village. Dans Roots, il y en a 6 des 7. Il y a un 7e, c'est l'activité physique. J'allais y venir. Havas a également mis en place une salle de sport, des douches, des systèmes pour accueillir les vélos, pour des garages à vélos. Tout ça est cohérent. Mais dans ces systèmes, dans ce label WELL, on a bien une orientation tout à fait particulière qui donne aux collaborateurs une véritable occasion de transformer leur regard porté sur l'entreprise. Et sur leur travail, d'ailleurs. Sur leur travail, et qui fait de ces lieux, dès lors qu'ils remplissent toutes ces conditions, des manifestes, en réalité, des manifestes de la raison d'être. Et on peut, dans ce lieu et dans Roots, je crois, pointer du doigt, mais physiquement, la politique RSE du groupe Havas. Les matériaux sont éco-conçus, les sols sont éco-responsables, la lumière est évidemment traitée d'une manière en basse consommation. On a une acoustique qui a été vraiment soignée et qui va encore s'améliorer dès lors qu'on sera à 100% de l'équipement, puisqu'il y a encore des petits ajustements à faire. Je vois que vous êtes en train de faire des réglages de réunion, c'est important. Profitez-en. Si ça vous dérange. Vous n'avez pas eu le temps de vous voir, c'est l'occasion de faire 2-3 réglages. Raphaël est très au courant. Et donc, toutes ces dimensions mises côte à côte, plus la qualité de l'assiette, qui est évidemment déterminante dans un projet comme celui-là, fait que je pense que si demain Havas veut rentrer dans la certification WELL,
Ils sont engagés sur Bicorp. Juste quelques mots sur les collaborateurs, parce que j'imagine que vous sondez les cœurs quand même, que vous essayez de savoir. Alors c'est très dur à quantifier, mais quel retour vous avez, et j'allais dire quel retour vous avez aussi sur la performance et la qualité du travail, parce qu'il faut quand même préciser qu'Avas, c'est une agence de communication qui accompagne des clients, qui demande aux collaborateurs d'être en synergie, de faire des propositions équivalentes d'ailleurs à ce que vient de nous faire W, c'est-à-dire turbuler, inventer, trouver des chemins de traverse. Vous sentez que les collaborateurs sont mieux dans ce qu'ils font ? Alors, on le sent de manière... Pas de doute. J'ai presque envie de dire physique, Ouais. dans l'immeuble. Après, dans l'énergie que vous ressentez. Dans l'énergie. Après, pour vous répondre de manière tout à fait sérieuse, on a un grand sondage tous les ans, qui est ce qu'on appelle une engagement survey mondiale, qu'on fait tous les ans. Et là, on va voir s'il y a un effet ou pas Roots. Nous, on en est à peu près certain, parce que quand vous vous promenez... C'est du ressenti, effectivement. Moi, je me balade, quand je déjeune pas, je me balade souvent là, je parle aux gens que je connais pour la plupart. Je dis alors, c'est bon, c'est unanime. Le retour est positif. C'est unanime. Et surtout, on vérifie que ce soit toujours bon 15 jours après, parce que des bons lancements, c'est tout sans faire. Voilà. Et donc, on se rend compte que pour l'instant, il y a ça. Après, nous, on construit notre management beaucoup sur l'écoute. On a fait des plateformes d'écoute, on a des sondages réguliers. Le pain point, comme on dit dans le digital de la cantine, il était clairement identifié. On l'a réglé. Donc, on va voir dans le prochain terrain du sondage si ça a créé une vraie amélioration ou si c'est que du ressenti quali. Mais je serais très surpris que ça ne se retrouve pas dans les chiffres. Il y a un rapport à la marque employeur et à la notion de recrutement. Moi, je me dis quand même, ce que vous me décrivez sur le plateau depuis quelques minutes, ça donne quand même envie d'être recruté par Havas quand même. On se dit qu'après tout, dans un lieu comme... Non mais vraiment, dans un lieu comme ça, on a envie de donner, non ? Et c'est ce que met en évidence également l'étude que j'ai citée, SFL IFOP. 70% des moins de 35 ans considèrent que le lieu de travail et l'ambiance du lieu de travail est déterminant pour le fait de rester. Pour rejoindre une entreprise. Rejoindre ou y rester. Ou y rester. Alors c'est un peu moins vrai sur les générations qui sont un peu plus âgées, tout simplement parce qu'elles sont moins mobiles aussi, et parce qu'elles n'ont pas vécu ces moments-là de transformation comme des moments logiques, mais comme des ruptures par rapport à un historique. Donc c'est plus difficile, mais 70% des moins de 35 ans, c'est-à-dire ceux qui feront les entreprises de demain, sont attentives à ces questions. Et donc ne pas traiter cette question comme le fait aujourd'hui Havas, dans Havas Village, on va parler d'ailleurs de l'idée d'étendre finalement ce concept, c'est une erreur. C'est une erreur stratégique. Vous êtes d'accord ? C'est une question de management. Bien sûr, de bon sens. Vous avez parlé beaucoup de bon sens. On se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est-à-dire, pendant 30 ans, on a eu des cantoches avec des chaises qui faisaient un bruit infernal, un son cathédral, une nourriture de mauvaise qualité. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Il a fallu avoir ce Covid comme ça qui nous explose au visage ? Parce que je pense qu'on était héritier d'une vision... d'une organisation du travail industrielle, où en gros, les patrons déjeunent au resto et les employés à la cantoche, pour faire court. Et je pense que tout le système était organisé autour de ça. Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est moins un problème parce que tout le monde a sa lunchbox, la table est moins sacralisée. Ouais, dans un pays comme la France en particulier, moi je m'occupe aussi de l'Europe du Sud, la nourriture... c'est central. On reste à table 1 heure. Je veux dire, c'est pas du temps perdu. C'est un lieu de travail. Et donc voilà. Et ce qu'on a fait, sans doute trop tard, et je vous rejoins, mais en tout cas, on l'a fait, ce qui est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, on voit que ça, on aurait peut-être dû le faire avant, mais en tout cas, vous le faites déjà. Voilà, on le fait. C'est qu'aujourd'hui, quand vous dites à des gens qui travaillent en France, parce qu'on a tout plein de nationalités, mais même les étrangers qui sont en France, ils sont là parce qu'ils aiment la culture française. Quand vous leur dites, vous allez être nourris très bien, dans un endroit très sympa où vous allez pas vous ruiner parce que quelque part c'est un dû de bien se nourrir dans le contrat que vous passez avec l'entreprise. En fait, vous avez le pivot de toute la relation à l'entreprise. Et tout d'un coup, finalement, ils croient au reste, puisque vous les avez traités comme des hôtes. Ouais. Juste un mot avant de parler de l'idée comme ça d'essaimer, de quitter la tour de Puteaux, de faire d'Havas un village finalement avec ce concept partout en France et en Europe. Mais est-ce qu'il y a dans l'esprit l'idée comme ça, vous savez, ça a été très critiqué, l'esprit du Google, vous savez, c'est cette bulle de vie où globalement chez Google, et ça c'est intéressant de vous entendre, il y a le baby-foot, il y a le lieu de vie, on y est bien, c'est cool, on rentre son vélo, un peu l'image d'Épinal. C'est pas ça que vous avez cherché à faire. Non mais
nous, on respecte tout le monde et voilà. Nous, on a, mais donc, oui, le baby-foot, il y a des endroits où il y en a, machin. Mais nous, c'est vrai j'insiste sur le fait que. Alors on essaie de faire des bureaux on a investi, qui soient jolis, convenablement meublés, on a une très belle vue. Après, notre immeuble, il est à Puteaux, donc on ne va pas faire croire qu'il est dans le 9e arrondissement comme Google. Donc à un moment donné, il fallait aussi en tirer parti. Ce qu'a cet immeuble, c'est qu'il est collé à une forêt, puisqu'il est collé au bois de Boulogne. On a la vue sur Donc on a plutôt joué le bureau qui est à l'orée de la forêt. Donc quand vous venez... Prenez votre vélo, allez faire un tour, allez faire votre jogging sur l'île en face, prenez votre douche, machin, et on la joue plutôt l'orée de la forêt, plutôt que de faire semblant d'être au centre de Paris. Comme dans une bulle. Parce que qu'est-ce qu'a fait Google ? Oui, alors nous, une bulle, je ne sais pas, parce qu'on aime bien que ce soit ouvert, très connecté au monde, au reste et tout. Mais en tout cas, on joue beaucoup le vélo. On va probablement passer des accords avec des structures sportives autour. On veut que ce soit un lieu dans lequel vous profitez de la proximité avec la forêt quand vous êtes urbain, puisque le bois de Boulogne, je rappelle, est une forêt. Enfin, une belle forêt d'ailleurs dans laquelle on peut courir et faire plein de choses. Ça dépend des heures, faut faire attention. Mais... C'est ce que je voulais dire. Enfin, en tout cas, dans les heures... Je vous ôte une... C'est ça, dans les heures de bureau, en pleine lumière, c'est quand même sympa de courir. Il y a eu des baby-foot dans les agences avant que Google n'existe. Oui, parce que c'est devenu le Google de... Oui, ça existait déjà, je suis d'accord, même dans des sociétés de production audiovisuelle, il y avait aussi le baby-foot, je m'en souviens. L'avenir de ce concept qui existe, il existe, ça fonctionne. Comment vous l'essaimez ? Comment ça se passe ? Là, vous êtes en train d'avancer sur d'autres sites Havas, d'autres projets ? Alors, nous, en gros, il y a 2 très gros immeubles chez Havas en France. Vous avez un immeuble qui s'appelle BETC, qui est à Pantin et qui avait lui-même différemment, mais de manière très brillante aussi, traité le sujet du restaurant. Et maintenant, l'autre grand morceau qui est plutôt l'a traité. Donc sur les quais de Seine, il est sur les bords de Seine, on est d'accord. Absolument. Et donc là, vous avez en gros les 2 gros morceaux qui sont traités. Après, on ne va peut-être pas rentrer ici dans le détail de nos nos maisons, qui petites par la taille. Mais dans lesquelles on mange aussi, dans lesquelles on mange aussi, dans lesquelles demande AW, je suis sûr que c'est très bien fait. Après, nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on est aussi des commerçants, c'est qu'on s'est dit, en se mettant autour de la table avec Gilles, moi en tant que client et aussi avec notre partenaire Sodexo, on a pour nous-mêmes créé un proof of concept absolument génial. Et donc, nous, on est à disposition de qui veut. De porter ce concept bien sûr. Parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes et pour vous avez expérimenté pour un quelque prix chose très compétitif que vous allez pouvoir ensuite vous-même vendre complètement à des entreprises qui sont vos clients. Nous, si ça avait été juste réussi, on aurait été content. Mais comme ça a été notre, je dirais, outil de retournement du retour au bureau et qu'on a un client sur 2 qui nous dit j'ai un peu de mal à faire revenir et que c'est très compétitif, on se dit qu'on est ravis de le proposer à des clients et c'est ce qu'on commence à faire. Juste avant de nous quitter, l'idée comme ça du jeu à 2 bandes, vous l'aviez en tête dès le départ de la création de Puteaux, ou vous vous êtes dit c'est parce que ça fonctionne très bien qu'on va pouvoir l'utiliser comme un outil commercial ? Non, franchement, on n'y a pas du tout pensé. C'est venu après, en fait, quand vous vous êtes dit, ça marche. Quand on a vu à quel point, c'est comme quand IBM avait, à l'époque, dans les années 80-70, sa DSI interne était devenue tellement forte qu'ils en ont fait une boîte de conseil. Nous, notre solution, notre réinvention de la vie au bureau, du restaurant d'entreprise et ce qui va autour, a été tellement clé dans le fait que les gens reviennent massivement au bureau, qu'on se dit, et on a compris aussi que c'était tout sauf facile, c'est plein de réglages, plein de choses très subtiles, et que donc on peut faire gagner du temps à des gens s'ils veulent. Donc c'est une autre fenêtre possible commerciale pour Havas d'offrir aussi ce service. Pour W. Et pour W, bien sûr. Et nos copains de la Sodexo, sans qui on n'aurait rien pu faire. Et nous, en tant que clients, on a accepté, je précise, de payer un peu plus cher, parce qu'on a plein de clients qui nous disent tous les jours moins cher. Nous, en tant que clients, ils nous ont dit, à un moment donné, donc on a dit, allez, ok, on paye un peu plus cher. Indexé en plus sur les salariés, ou les salariés payent tout la même chose ? Les salariés payent un petit peu plus, tout à fait. Et nous, l'employeur, on paye un peu plus. Donc chacun fait un petit effort. On parle de quelques centimes qui vous font passer d'un truc franchement très convenable, mais basique.
Qualitatif. Quelque chose de, franchement... Et de moins cher, si je peux me permettre, sans critiquer d'ailleurs tous les restaurants autour de Puteaux que je connais un petit peu, sans critiquer ces restaurateurs, mais ça restera toujours moins cher qu'un resto le midi autour Oui, de... après, c'est sympa de sortir au resto aussi. Mais je savais que vous alliez me dire ça. Aux copains, quand même. Voilà, il faut aussi penser aux restaurateurs, mais c'est vrai que c'est agréable de bien manger pour pas trop cher. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. J'ai découvert plein de choses à travers ce village. Raphaël de Andréis, merci d'être venu CEO de Havas Village. Ça fonctionne déjà chez Havas. Et puis l'idée, c'est de le porter sur des clients qui seraient demandeurs, qui seraient en demande, avec évidemment Gilles Deléris, le cofondateur de W, qui est disruptif, qui propose des choses incroyables, mais qui n'a pas pu avoir son plafond de verre pour que les gens du Roots voient les racines. Ça, voilà, Message reçu. Je ne veux pas créer de zizanie dans votre groupe, mais voilà, ça manque. Merci messieurs d'être venus nous rendre visite. À très bientôt. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. On va rester évidemment là aussi sur un sujet dont on vient de parler finalement, bien la qualité de vie au travail, la manière d'engager les collaborateurs. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on va s'intéresser au développement du potentiel des collaborateurs dans un contexte particulier de sortie de Covid, de réorganisation, on vient de l'évoquer longuement, des espaces de travail notamment. Florence Lévin, bonjour, merci d'être avec nous. Responsable porte-parole chez Sonergia, entreprise marseillaise. 1000 collaborateurs, j'ai une bêtise ? Oula, pas encore. 170. 170, je suis parti très loin. Entreprise qui fait de la rénovation énergétique, mais pas seulement, vous me disiez. Exactement. On pourrait se définir comme étant un facilitateur d'économie d'énergie. Concrètement, ça veut dire qu'on accompagne tous les consommateurs d'énergie, que ce soit des ménages, des industriels, des exploitations agricoles, des collectivités, à identifier le potentiel de gisement d'économie d'énergie et on les accompagne pas à pas et on a une expertise plus précisément sur la partie accompagnement administratif et financier. Ça, c'est important. Un sujet qui est d'autant plus important avec la flambée des prix de l'énergie qu'on connaît actuellement et qui fait que peut-être bientôt nous serons 1000. Vous serez, parce que c'est un sujet au cœur de l'actualité, l'efficacité, mais la rénovation en particulier, au cœur de la campagne présidentielle. J'ai vu que vous aviez fait 400% de croissance en 5 ans. Exactement. Vous avez grossi très vite. Oui. Concrètement, comment, vous qui êtes la porte-parole, comment on gère sa politique RH, comment on gère l'engagement des collaborateurs, comment on gère leur bien-être dans une entreprise qui se développe vite, un peu à marche forcée? Complètement. Vous avez raison de le souligner, la rénovation énergétique, c'est le gros sujet. Ça a été l'un des piliers du plan France Relance. On le verra ou pas dans la campagne présidentielle. Mais donc, ça dénote vraiment notre activité qui est un peu liée, qui est stop and go. C'est-à-dire qu'on a des actions très fortes du gouvernement, on doit se développer. Oui. Tout d'un coup, on a des primes, des aides qui s'arrêtent. Et là, il faut tout de suite qu'on réduise la voilure. À chaque projet de loi de finances, vous êtes un peu inquiet, quoi. Toujours un petit peu. Alors même si globalement toutes les politiques de rénovation énergétique maintenant sont plus drivées par des mécanismes qui sont hors de la loi de finances, donc on a un petit peu plus de confort. Et de risque. Exactement. Mais néanmoins, vous avez progressé en effectif, la boîte grossit. Donc c'est de l'agilité. Répondre à votre question, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais le premier point, c'est l'agilité. C'est de se dire qu'il faut être souple, il faut être résilient. C'est des valeurs qui sont extrêmement fortes et présentes chez Sonergia. Et puis, il y a une question d'écoute, bien sûr, d'écoute du marché. Ça, c'est évident, d'essayer de percevoir aussi un petit peu les tendances en regardant comment les textes s'orientent. D'écoute des collaborateurs, c'est un point auquel on attache aussi une importance particulière. Et puis, le dernier point, c'est la confiance. On a quand même historiquement des collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années, donc c'est de s'appuyer sur leurs compétences, sur leur vision et de faire d'eux les managers de demain pour accompagner les nouveaux collaborateurs qui vont rentrer. Alors, on va parler d'égalité homme-femme parce que ça, c'est un élément très important chez Sonergia et on en parle beaucoup sur ce plateau. Et puis, il y a la notion de diversité, puisque l'égalité homme-femme, c'est une forme de diversité. Puis, il y a la diversité aussi par l'implantation et le recrutement des collaborateurs qui viennent des fameux quartiers nord, je ne sais pas, mais de Marseille, des quartiers nord. Tout à fait. Ça aussi, c'est une volonté forte de votre président, vraiment d'avoir une politique sur la diversité au sens large.
Tout à fait. Du président et de la directrice générale, c'est un binôme en fait, Sonergia. C'est 2 personnes en 2009 et donc 170 désormais. Donc une croissance extrêmement importante et avec cette conviction dès le début qui était de se dire que nous voulons être un acteur du territoire. Donc le choix de l'efficacité énergétique n'était pas neutre. Il y a un engagement très fort de nos dirigeants. Il y a cette conviction qui est de dire nous voulons nous lancer dans un métier qui a du sens. Nous voulons accompagner l'ensemble des consommateurs vers du mieux pour la planète, mais aussi du mieux pour leur porte-monnaie. Et en tant qu'acteur du territoire, nous voulons, alors, ok, certes, être facilitateur d'économie d'énergie, mais être facilitateur aussi d'accès à l'emploi. Et donc, dans les quartiers nord, il y a une vraie problématique, mais qu'on peut trouver dans d'autres villes de France, qui est celle un peu et qui est celle du cliché et de la difficulté de l'accès à l'emploi, parce que justement, on vient des quartiers nord. Et donc, il y a eu cette conviction, très forte de nos dirigeants de se dire, il n'y a pas de raison que dans les quartiers nord, il n'y ait pas moins de talents qu'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à Marseille, il y a 111 quartiers. Et nous, on aime à dire que finalement, chez Sonergia, il y a autant de talents qu'il y a de quartiers à Marseille. Et donc, ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, qui viennent des quartiers nord, finalement, ils sont tout aussi talentueux, ils sont tout aussi respectueux, ils n'ont pas le même CV, ils n'ont pas le même bagage. Et c'est là où je pense qu'on a aussi une forme de force, et peut-être qu'on parlera un petit peu après des soft skills, des compétences douces sur lesquelles on mise énormément, justement pour faire la différence. C'était la question que je voulais vous poser derrière. Ça vous oblige à recruter différemment que les cabinets classiques sur les diplômes, sur les compétences. Vous allez chercher des talents. Justement sur les fameux soft skills, sur tout ce qui n'est pas le diplôme. Exactement. Donc ça vous oblige à travailler différemment votre recrutement. Oui, mais que ce soit les quartiers nord, que ce soit Sonergia ou que ce soit une autre entreprise, à la rigueur, ce serait presque un conseil que j'aurais envie de donner à tous les recruteurs. Nous, en tout cas, on ne peut plus se permettre ce luxe qui est de choisir nos collaborateurs sur leurs compétences. On est face à un marché de l'emploi qui, clairement, est globalement, alors je ne sais pas s'il est saturé, s'il est en crise, en tout cas, nous ne trouvons plus... Il va mal, en tout cas, ce marché de l'emploi. Nous ne trouvons plus... Vous aussi, vous êtes en difficulté pénurique, là. Clairement, nous ne trouvons plus les collaborateurs pour répondre à nos offres. Nous avons 18 postes qui sont ouverts cette année. On aura fait 78 recrutements cette année si tous les postes sont pourvus. 98 l'an passé, quand on cumule les alternants, les stages, les CDD, l'intérim et autres. Et donc, on a fait ce choix. On se dit, OK, sur le papier, les compétences ne sont pas là. Par contre, on va aller rencontrer les personnes et on va aller voir leur savoir-être. C'est ça le soft skill. C'est comment est-ce que la personne... Et autorisez-moi, et leur donner aussi envie de rejoindre une entreprise autour de la rénovation. Qui a du sens. Ils ne connaissent pas forcément, il faut leur expliquer le métier, j'imagine. Oui. Mais c'est pas naturel. Non, vous avez tout à fait raison. Mais on croit en la personne, on croit en l'humain. Je pense que c'est un mot qui est très fort chez Sonergia, qui est de se dire, on est là au service de nos clients, mais on est aussi là au service de nos collaborateurs. Et donc, en effet, s'ils ont de l'écoute, de l'empathie, mais aussi de la rigueur, du sérieux et cet esprit collaboratif, on va se donner les moyens de les former. Finalement, les former... Et de les faire grandir. Exactement. Les former, c'est pas un problème. On parlait juste avant de terreau, de racines. Si la base est là, nous, on va les aider à grandir. L'égalité homme-femme, j'aimerais qu'on en dise un mot, mais tout de même sur les postes à pourvoir. Quand on parle rénovation, on pense à des métiers qui sont parfois un peu difficiles, où concrètement, il faut placer des éléments d'isolation sur des façades, mettre des échafaudages. C'est des métiers plutôt techniques que vous recherchez ? Alors, non. En ce qui nous concerne, on est vraiment sur de l'accompagnement technique et financier. Donc, on va avoir... Puis après, vous avez vos prestataires qui travaillent techniquement ? C'est même pas des prestataires. Nous, on aime bien dire qu'on est orchestrateur. Donc, on travaille vraiment sur le partage de la valeur. Maître d'œuvre. Oui, éventuellement. Ce serait plus proche, en effet, de Sonergia. Donc, on va être sur des profils, on va dire, assez classiques en termes d'entreprise, à la fois sur du management, des choses très opérationnelles, sur de l'instruction de dossiers, pour de la délivrance de primes, et puis des métiers support, et bien sûr du commercial. Le commercial, évidemment, pour aller chercher des clients. Exactement. Compte tenu qu'on le redit, vous êtes moins chahuté par les projets de loi de finances, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir une politique qui tienne sur la durée. Tout à fait. Notamment en matière d'aide fiscale, parce que c'est vrai que si une année, on vous dit les fenêtres, c'est bon, puis l'année suivante, c'est plus possible, enfin, ça dérégule évidemment le marché. Un mot sur l'égalité homme-femme. Pourquoi cette volonté forte aussi ? On a parlé des quartiers nord. Pourquoi cette volonté égalité homme-femme ? Parce qu'il y a un président et une directrice générale. Je pense que c'est pas anodin. Vous avez tout à fait raison. Il y a toujours eu un attachement particulier, en effet, mais plus globalement, à traiter l'ensemble des salariés de manière complètement horizontale. Je prends un exemple. Il y a eu un accord de participation qui a été mis en place bien avant, d'ailleurs, l'obligation légale. L'accord de participation, la prime qui a été donnée, a été à l'euro près
identique entre le salarié dit opérateur chez nous et le membre du CODIR. Donc sur l'égalité homme-femme, j'allais dire, c'est presque pas un sujet. C'est naturel. On en a fait un sujet parce que, oui, il est bon d'en parler. Et je pense qu'on peut être fier. On a un indice, c'est un indice sur 100, la question de l'égalité homme-femme, la parité, tout ce qui tourne. On est à 93 sur 100. Un très bon chiffre. Voilà. Excellent. Donc le plus dur, comme toujours, ça va être de le maintenir. De le maintenir. Et ça, c'est vrai qui contribue aussi à finalement une forme d'engagement et aussi de marque employeur pour vous, parce que vous êtes aussi venu nous dire ça, que Sonergia est une entreprise qui donne envie de s'engager. Qui a du sens. Et qui a du sens. Qui a du sens. Nous sommes là pour aider l'ensemble des consommateurs à avoir une facture d'énergie moindre. C'est œuvrer au quotidien finalement pour la protection de notre environnement et pour plus de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre. C'est un métier formidable. Merci Florence Liévin d'être venue nous parler avec autant de passion de votre entreprise qui n'est pas la vôtre, dont vous êtes la porte-parole. Eh oui, Sonergia qui est basée à Marseille, 170 plus 18 postes à pourvoir, parce que ces postes ne sont toujours pas pourvus. Allez sur l'onglet recrutement, peut-être y a-t-il un poste qui vous intéresse. Merci d'être venue Florence Liévin. La fin de l'émission, c'est là, c'est maintenant. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Margot Ruot qui m'accompagne dans l'émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.